Passons à notre dernière formule, la formule de Taylor-Young. On part cette fois d'une fonction f de classe Cn. f de x s'écrit encore une fois comme la somme de la partie polynomiale, toujours la même, et d'un reste qui est x-a à la puissance n fois epsilon de x, où epsilon est une fonction qui tend vers 0 lorsque x tend vers a. La seule information que donne cette fonction epsilon est que le reste est négligeable devant la partie polynomiale. C'est-à-dire que le reste tend plus vite vers 0 que chacun des monômes du polynôme de Taylor. Attardons-nous sur un exemple que nous traitons en détail. Soit f la fonction définie par f de x qui est égale à log de 1 plus x. Voici le graphe de f. Cette fonction est définie sur l'intervalle -1 plus l'infini, et f y est infiniment dérivable. Nous allons calculer les formules de Taylor en 0 pour les premiers ordres. Tout d'abord, f de 0 est égal à 0. Donc le polynôme de Taylor d'ordre 0 est t0 de x est égal à 0. Approcher notre fonction par une droite horizontale n'est pas très probant. On continue avec f' de x qui vaut 1 sur 1 plus x. Et donc f' de 0 est égal à 1. Ainsi, t1 de x, qui est f de 0 plus f' de 0 fois x, est égal à x. Bien sûr, c'est l'équation de la tangente en 0. On continue avec f seconde de x qui est égal à moins 1 sur 1 plus x au carré, et donc f seconde de 0 vaut moins 1. Et le polynôme de Taylor de degré 2 est donc f de 0 plus f' de 0 fois x plus f seconde de 0 fois x2 sur factoriel 2, ce qui donne ici x moins x2 sur 2. Nous avons maintenant une bonne approximation de notre courbe par une parabole. Enfin, on calcule la dérivée troisième, et le monôme de degré 3 est x3 sur factoriel 3 facteur de f tierce de 0, et donc le polynôme de Taylor de degré 3 est x moins x2 sur 2 plus x3 sur 3. Notre approximation est maintenant excellente autour de 0. On remarque sur cet exemple que plus n est grand, meilleure est notre approximation. Cela s'explique car le reste est de plus en plus petit. Sur le dessin, les graphes des polynômes t0, t1, t2, t3 s'approchent de plus en plus du graphe de f. Mais il faut bien être conscient que cette approximation n'est valable que autour de 0, c'est-à-dire pour des x assez petits. Cela se voit tout de suite en regardant le comportement pour des grandes valeurs de x. Le log croît très doucement devant les fonctions polynomiales. Continuons avec notre exemple de la fonction log de 1 plus x et essayons d'obtenir les termes suivants. Nous avons vu que sa dérivée était f' de x est égal à 1 sur 1 plus x. Par récurrence, on montre que la dérivée n est moins 1 à la puissance n-1 fois factoriel n-1 fois 1 sur 1 plus x à la puissance n. Et donc, la dérivée n en 0 vaut moins 1 à la puissance n-1 factoriel n-1. Maintenant, pour obtenir le coefficient du polynôme de Taylor, on divise par factoriel n. Et donc n-1 factoriel divisé par n factoriel donne 1 sur n. Et donc le monôme de degré n est moins 1 à la puissance n-1 x puissance n divisé par n.
Voici donc le polynôme de Taylor en 0, de log de 1 plus x à l'ordre n. C'est la somme de k variant de 1 jusqu'à n de moins 1 puissance k moins 1, x puissance k sur k. Autrement dit, c'est x moins x2 sur 2, plus x3 sur 3, moins x4 sur 4, etc. Et le dernier terme est moins 1 à la puissance n moins 1, x puissance n sur n. Pour les formules de Taylor, n'oubliez pas d'ajouter le reste. Il y a donc trois formules de Taylor qui s'écrivent toutes sous la forme f de x est égal à t n de x plus r n de x, où Tn est toujours le même polynôme de Taylor, f de a plus f' de a facteur de x moins a, plus etc., jusqu'à f dérivée n fois en a sur factoriel n, facteur de x moins a à la puissance n. C'est l'expression du reste Rn de x qui change. Attention, le reste n'a aucune raison d'être un polynôme. Pour la formule de Taylor avec reste intégral, le reste vaut l'intégrale de a à x de f dérivée n plus une fois en t divisé par factoriel n, x moins t à la puissance n dt. La seconde formule de Taylor, le reste est f dérivée n plus une fois en c divisé par n plus 1 factoriel x moins a à la puissance n plus 1. Et enfin, pour la formule de Taylor-Young, le reste est simplement x moins a à la puissance n epsilon de x, où epsilon de x tend vers 0 quand x tend vers a. Selon les situations, l'une des formulations est plus adaptée que les autres. Notons que les trois formules ne requièrent pas exactement les mêmes hypothèses, mais on manipule le plus souvent des fonctions de classe C infinie, et les trois formules sont alors valides quel que soit n. Pour terminer, à l'aide du changement de variable x est égal à a plus h, on réécrit les formules de Taylor sous une forme parfois plus pratique. Par exemple, la formule de Taylor-Young devient f de a plus h est égal à f de a plus f' de a fois h plus etc. plus f dérivée n en a divisé par factoriel n fois h puissance n, plus le reste qui est h puissance n epsilon de h, où epsilon de h tend vers 0 quand h tend vers 0. Bien souvent, nous n'avons pas besoin de beaucoup d'informations sur le reste, et c'est donc la formule de Taylor-Young qui sera la plus utile. En plus, on se ramène souvent à étudier la fonction autour de x égale à 0. Donc si vous ne deviez retenir qu'une seule formule, ce serait celle-là. f de x est égal à f de 0 plus f' de 0 fois x plus f seconde de 0 fois x2 sur factoriel 2 plus etc. plus f dérivée n en 0 fois x puissance n sur factoriel n plus le reste qui s'écrit x puissance n epsilon de x avec epsilon de x qui tend vers 0 lorsque x tend vers 0. Le terme x puissance n epsilon de x est souvent abrégé en petit o de x puissance n. Il faut s'habituer à cette notation qui simplifie les écritures, mais il faut toujours garder à l'esprit ce qu'elle signifie. Avec la notation petit o, la formule de Taylor-Young s'écrit en 0 de la façon suivante. La partie polynomiale plus un petit o de x puissance n. Prouvons une des formules de Taylor. Nous prouvons la formule de Taylor avec reste intégral, et les deux autres formules se démontrent à partir de celle-ci. Nous allons prouver cette formule par récurrence sur n. Pour éviter les confusions entre ce qui varie et ce qui est fixe, dans cette preuve, on a remplacé x par b. Et nous supposons que f est une fonction de classe Cn plus 1. Pour n égale à 0,
une primitive de f' de t est f de t, et donc l'intégrale de a à b de f' de t dt est égale à f de b moins f de a. Donc, f de b, c'est f de a plus l'intégrale de a à b de f' de t dt. On rappelle que par convention, b moins t à la puissance 0 vaut 1 et factoriel 0 vaut aussi 1. Passons à l'hérédité. Et supposons la formule vraie au rang n-1. On a donc cette formule-là. Nous allons effectuer une intégration par partie dans l'intégrale du reste, en posant u qui est égal à la dérivée n de f et v' qui est égal à b moins t à la puissance n-1 divisé par factoriel n-1. On a donc u', c'est la dérivée n plus unième, et v, c'est moins b moins t à la puissance n divisé par factoriel n. On applique maintenant la formule d'intégration par partie. L'intégrale de uv' est égale au crochet de uv moins l'intégrale de u'v. Lorsque l'on évalue le crochet en a, cela donne ceci. Et lorsqu'on évalue le crochet en b, cela donne 0. On reconnaît exactement le monôme de degré n du polynôme de Taylor, plus le reste intégral au rang d'après. On vient donc de prouver la formule au rang n. Et ainsi, par le principe de récurrence, la formule de Taylor est vraie pour tous les entiers n pour lesquels f est de classe Cn plus 1.